Bonjour et bienvenue à ma soutenance de fin d'études donc à propos de l'équilibre entre autonomie protéique et fourragère dans les élevages laitiers du Grand Ouest, où on va réfléchir à la production fourragère à l'échelle de la rotation. Donc on va commencer par le contexte. Donc on est dans les exploitations laitières du Grand Ouest qui se caractérisent par une forte productivité et donc des revenus assez importants qui permettent d'investir dans des produits dans des outils de production qui sont de plus en plus onéreux et qui améliorent la productivité. Donc là, on se situe dans l'atelier animal et pour maintenir cette productivité-là, on a aussi besoin d'un atelier végétal qui soit performant et qui permette de fournir aux animaux une ration à base de maïs qui soit dense en énergie. Cette ration à base de maïs, elle est faible, elle a une faible autonomie protéique, elle est peu riche en protéines, donc elle a besoin d'être corrigée par des aliments qu'on va acheter à l'extérieur. En plus de ça, on a des tensions dans le secteur du Grand Ouest sur le foncier et la main-d'œuvre qui vont forcer les éleveurs à intensifier encore plus leur production fourragère. D'autre part, on a le dérèglement climatique pour lequel on ne sait pas du tout quelles vont être les conséquences sur les systèmes fourragers du Grand Ouest. De plus, on n'oublie pas qu'on est en Ille-et-Vilaine, donc le premier département laitier de France, où 80% des exploitations ont une ration qui comporte plus de 50% de maïs en silage et une faible autonomie protéique de 46%. Donc, concernant les sources de protéines sur l'exploitation, il y a des sources de protéines plutôt par les concentrés, mais nous, on va plutôt s'orienter sur les sources de protéines fourragères et notamment sur une source de protéines que les adhérents du CETA connaissent bien, c'est l'interculture en dérobée. L'interculture en dérobée, donc c'est une dérobée fourragère, on appelle ça aussi la dérobée fourragère, qu'on va insérer entre deux cultures et qui permet qu'on insère durant l'hiver et qui permet de contourner ainsi la sécheresse hivernale. Elle permet aussi donc de faire une double culture et d'optimiser la surface fourragère. Enfin, elle améliore l'autonomie protéique puisqu'on utilise des espèces qui sont riches en protéines. Donc, l'espèce la plus utilisée, c'est le Raigra d'Italie. Pourquoi? Parce que en tant que dérobé fourragère, il est très précoce, il est très simple à conduire et donc il est beaucoup utilisé. Par contre, il a un effet asséchant et il nécessite une destruction chimique. Donc, il a un effet asséchant sur la suite de la rotation et il nécessite une destruction chimique. Donc, la solution qui a été trouvée aujourd'hui par certains adhérents du CETA et qui est utilisée, c'est les MCPI dits précoces, donc des mélanges de céréales et de protéagineux, donc seigle, vesse et trèfle, qui sont dits précoces et qui sont précoces. Donc, comme ils sont précoces, ils permettent l'implantation d'un maïs par la suite. En plus de ça, ils ont de fortes valeurs nutritionnelles qui correspondent finalement aux besoins nutritionnels des animaux laitiers. Ils n'ont pas besoin d'engrais ni de destruction chimique. Et enfin, ils structurent le sol et ils ont un impact sur la structure du sol pour la culture suivante. Par contre, il reste encore quelques interrogations ici au CETA, donc sur l'impact du changement climatique sur ces mélanges, sur également l'optimisation de ces mélanges et les stades optimaux de récolte des mélanges et leurs impacts donc, sur la rotation. Donc, ce qui débouche donc, à notre problématique, donc avec les lacunes de connaissances que je viens de vous évoquer, ce qui débouche sur la question de l'autonomie alimentaire en système lait conventionnel. Le MCPI précoce est-il la future dérobée fourragère en Ille-et-Vilaine? Donc on a pour ceci trois hypothèses. Donc la première hypothèse qui est de déterminer l'impact du MCPI par rapport au RGI sur le maïs en silage en rotation. La seconde hypothèse, va-t-on parvenir à un maintien des performances économiques face au changement climatique? Et enfin, identifier les critères et indicateurs économiques améliorés ou pas par le MCPI. Donc les deux hypothèses ici que vous voyez à l'écran, je vais vous les présenter plutôt assez succinctement et je vais plutôt me focaliser sur celle du changement climatique. Donc, concernant le matériel qui a été mis en place donc à l'automne, j'avais deux expérimentations principales. Une première expérimentation qui est une expérimentation participative avec 15 bandes d'expérimentation. Donc, on a le MCPI, un même mélange qui est testé, le MCPI du CETA qui est testé dans la même parcelle que le MCPI des autres éleveurs. Donc, le MCPI, le mélange du CETA, vous le voyez ici à l'écran. Donc, en expérimentation participative, on a les récoltes qui sont subies, puisque c'est l'éleveur qui va choisir la récolte. Donc, et en plus de ça, on a une faible représentativité, puisqu'on a peu de résultats. On sait déjà qu'on n'aura que 15 bandes. Par contre, on se situe en conditions réelles. On est vraiment dans des vraies conditions éleveurs. Et ça, c'est un gros avantage quand on veut vraiment, euh, quand on travaille avec les éleveurs. Donc, l'autre plateforme, c'est la plateforme d'essai impact des dérobés sur le maïs fourrage. Donc, on est sur une parcelle qui a été séparée en trois bandes avec un couvert végétal.
donc un couvert d'interculture, un Regrad d'Italie et un métail précoce. Donc, ces trois bandes sont, sont ensuite conduites donc, comme étant trois parcelles différentes. Donc, pour ce qui est de la collecte des données, en expérimentation participative, donc j'ai fait une visite préalable avec la rédaction d'un questionnaire et donc j'ai observé les bandes au mois de mars. Ensuite, j'ai récolté, pesé les bandes, séparé les espèces et noté les stades. Puis, j'ai analysé les teneurs en matière sèche et en valeur alimentaire. Et enfin, pour la récolte la plateforme Impact Maïs, donc ici, il y a eu un suivi du maïs avec un aperçu visuel, des reliquats, des mesures N-tester et aussi un rendement en matière sèche. Donc, voici des photos de la récolte, donc là avec un carré en PVC pour vraiment avoir la même surface récoltée à chaque fois, donc on récolte au taille-haie, et avec une bâche pour séparer les espèces du mélange. Donc pour ce qui est des résultats, donc au niveau des performances du MCPI et du RGI, donc on remarque qu'on est dans les objectifs des éleveurs puisque le MCPI a 18% des matés et il est presque à 4 tonnes et demie de matière sèche à l'hectare. Le RGI, il est à 4 tonnes et demie, mais il a moins de MAT. Il a d'ailleurs aussi un petit peu plus d'énergie parce que on est plus riche en graminées et donc d'après les tables INRA, plus riche en graminées, c'est-à-dire plus d'énergie mais moins de protéines. On observe aussi qu'on a eu des récoltes concentrées et des récoltes tardives, même si ceci n'est pas forcément un point faible, puisque ça nous a permis d'observer le même mélange sur un plus grand spectre de stades du seigle, sachant que c'est le seigle qui va déterminer la date de récolte. Eh bien, on a une observation du mélange dans un grand nombre de contextes. Et enfin, donc au niveau des coûts rendus silo, donc le RGI, lui, se situe plutôt autour de 200 euros par tonne de matière sèche et le MCPI, donc lui, plutôt autour de 132 euros par matière sèche. Donc, on, 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 re- on reconfirme ici donc, que le MCPI, c'est une solution rentable, c'est une solution qui a des performances nutritionnelles intéressantes. Donc, par contre, il reste encore une marge de progrès sur la composition des mélanges ici, et on remarque aussi que le MCPI est, euh, est un mélange aussi assez tardif, puisqu'on remarque ici, avec le différentiel donc, entre le mélange CETA et le mélange des agriculteurs, donc qu'avant le 16 avril, on a plutôt des mélanges d'agriculteurs qui vont avoir des rendements plus importants que les mélanges du CETA, et après le 16 avril, on va avoir des mélanges d'agriculteurs, des mélanges CETA qui vont avoir des rendements un peu plus importants, et donc on se situe en présence d'un mélange qui est plus tardif, qu'on va être récolté après le 15 avril, qui ne correspond pas forcément aux objectifs des éleveurs qui voulaient récolter plutôt avant le 15 avril, d'après les questionnaires. Et donc, on remarque ici également, donc avec les petits points bleus et les petits points jaunes, donc que le mélange du CETA, lui, il va maintenir sa teneur en MAT plus longtemps que les mélanges des agriculteurs qui vont plutôt avoir tendance à baisser plus rapidement. Donc, on remarque également que le mélange du CETA, lui, il a une bonne souplesse de récolte. Donc, on a une bonne souplesse de récolte, mais on est tardif, donc il y a encore un petit peu de travail aussi sur les variétés de seigle ici. Enfin, les questionnaires qui ont été faits avec les éleveurs ont soulevé des problèmes de fertilisation. Les éleveurs ont encore beaucoup d'interrogations sur la fertilité. Et au niveau des maladies, donc on a un entretien du cycle de piétin et chaudage qui peut être problématique, notamment sur les rendements des céréales qui peuvent entrer en rotation avec le MCPI. Enfin, quel est l'impact du MCPI précoce sur la suite de la rotation? Il est encore assez difficile à caractériser puisqu'on remarque sur la plateforme Impact Maïs qu'on a des reliquats azotés quand même assez différents entre le MCPI et le RGI avec des reliquats azotés plus importants derrière le MCPI et moins importants derrière le RGI. Ça peut s'expliquer par la présence de légumineuses, notamment dans le MCPI qui va relarguer de l'azote. On a aussi eu des mesures de N-tester, donc on remarque que par rapport aux témoins couverts, qui est le CIPAN, eh bien, on a un manque de 40 unités d'azote dans le MCPI et un manque de 60 unités d'azote dans le RGI. Donc ici, on a 20 unités d'azote d'écart, c'est-à-dire que le maïs, donc ces mesures-là ont été faites dans les feuilles de maïs, c'est-à-dire que le maïs, en plus de ça, il va valoriser ces reliquats azotés qui sont présents dans le sol de façon plus importante derrière le MCPI que derrière le RGI. Alors par contre, dans les rendements de maïs, là on voit des différences plutôt à l'inverse, où là on a presque 2 tonnes de différence entre le MCPI et le RGI. Donc dans le RGI, on a un rendement plus élevé
que dans le MCPI. Mais ça reste à relativiser, hein, parce qu'on a aussi un maïs qui est moins avancé derrière le MCPI, qui est plutôt à 23% de matière sèche, alors qu'il est à 28% de matière sèche derrière le RGI. Donc ça soulève une autre question, c'est-à-dire la question de la durée du cycle, en fait, qu'on soit derrière un RGI, derrière un mélange ou derrière un couvert. Est-ce qu'on n'a pas une évolution différente du maïs en fonction aussi de la dérobée? Donc là, il y a encore quelque chose à creuser. Donc d'autre part, sur cette plateforme-là, on a aussi remarqué un salissement qui est plus important derrière le RGI que derrière le mélange CETA. Donc on remarque qu'il y a des repousses de façon plus importante derrière le RGI que derrière le CETA. L'éleveur aussi nous indique qu'il y a une vitesse de travail à l'aire rotative qui est plus faible derrière le RGI de 2 km/h. Donc une vitesse de travail plus faible, ça veut dire pour une parcelle de 5 hectares, c'est 1h20 de travail en moins. C'est un débit de chantier qui passe de 1,2 hectare à l'heure à 1,80 hectare à l'heure presque. Et donc c'est 8,55 € à l'hectare de mécanisation et 14,10 € à l'hectare avec la main-d'œuvre. Donc c'est quand même des économies assez importantes ramenées à tout l'assolement MCPI. Donc ça, c'est que sur la herse rotative et ce n'est pas compté encore sur les autres types de travaux d'ailleurs. Donc par la suite, donc, pour la dernière hypothèse, c'est comment prévoir les performances d'un système fourrager à l'avenir, donc avec le changement climatique. Donc moi, d'où je suis parti, donc c'est que je voulais faire une simulation de système économique. Je suis parti du changement climatique, on ne sait pas la fréquence des précipitations, comment elle va être. Donc surtout en cette année 2024, très pluvieuse, on ne sait pas si on va avoir des fenêtres de récolte quand on aura envie de les avoir ou quand le MCPI aura ses teneurs en MAT optimales. Donc pour ça, j'ai choisi de simuler des fenêtres de récolte différentes en faisant un mélange, en faisant une simulation de récolte du MCPI tôt et une simulation de récolte CPI tardive, donc tôt à la montaison, tardive à l'épiaison. Donc ça, c'est fait dans un système existant chez un éleveur que j'ai interrogé. Donc ce rendement-là, je l'ai estimé à partir d'un modèle déjà existant que j'ai adapté au seigle. Donc j'ai calculé le rendement du seigle à partir du calcul de l'efficience de conversion du rayonnement, donc qui se base sur les données météo du scénario RCP 8.5 du GIEC, remultiplié ensuite donc sur la formule du modèle qui est multipliée ensuite par l'efficience d'interception qui se base sur le calcul de l'indice foliaire et ensuite par le rayonnement global, donc qui est aussi une variable provenant des RCP du modèle RCP du GIEC. Donc je me base sur des références un peu céréalières, avec des références de blé, parce qu'on n'a pas toujours les références pour le seigle. Je me base aussi sur des références qui sont parfois un peu anciennes, mais au moins j'arrive à déterminer des rendements du seigle. Et enfin, je me base aussi sur une fertilisation qui est non limitante, parce qu'ici, en fait, sur mes données d'évaluation, je n'ai pas forcément donc, la fertilisation des autres éleveurs, la fertilisation des éleveurs. Donc, j'ai estimé que la fertilisation était non limitante. Donc pour ce qui est de la simulation de rendement, voilà ce que me donne la simulation. Donc avec à l'épiaison, une courbe de tendance, avec deux courbes de tendance, donc une à l'épiaison, une à la montaison. Donc l'épiaison, on est à 2000 degrés jour et à la montaison, on est à 1600 degrés jour. Et donc en fonction de l'année, donc de 1977 à 2099, j'ai des rendements avec des tendances. Et donc j'ai pu, grâce aux résultats de l'expé participative, donc mettre aussi les teneurs en MAT sur ces deux stades-là. Donc ça m'a permis de le faire aussi pour 2050 et pour 2080. Et donc ces données-là, ensuite, elles me servent à les intégrer dans les différentes simulations économiques que je vais faire sur l'exploitation. Donc ce modèle-là, malheureusement, il surestime encore beaucoup le rendement du seigle, mais il a quand même des performances très intéressantes où il fait un R carré de 0,93 sur les données d'évaluation que je lui ai données. Donc l'exploitation qui a été choisie, c'est une exploitation qui est située dans le sud-est de l'île-et-Vilaine, qui produit 1 million de litres de lait par an, 104 vaches laitières, 92 hectares, et qui a un rendement de MCPI de 4,5 tonnes de matière sèche hectare que je vais faire varier en fonction des résultats du modèle finalement. Donc son assolement initial, c'est un assolement majoritairement de maïs, donc avec des dérobés MCPI et RGI. Ici, il y a 2 dérobés qui sont réalisés. Et on a une ratio initiale
dominée par le maïs et avec des fortes proportions de concentré. Donc la première simulation, c'est une récolte au stade montaison du seigle, donc une récolte précoce. Cette récolte précoce-là, elle se base donc sur... J'ai modifié l'assolement, donc j'ai mis 100% d'MCPI et j'ai rajouté du maïs épi ensilé. Donc le maïs épi ensilé me permet ensuite de rajouter plus de fourrage vert, donc plus de MCPI dans la ration, et de réduire aussi la part de concentré et la part de maïs en silage. Donc ce MCPI-là, d'après le modèle, finalement, au stade montaison, il va faire 2,9 tonnes de matière sèche et il va avoir 206 grammes par kilo de matière sèche de MAT. Donc avec ça, on améliore l'autonomie protéique de l'exploitation de 5% et on réduit la quantité de concentré consommé de 23%. Économiquement, on n'a aucune différence malheureusement. Donc, et à l'avenir, donc en 2050 et en 2080, on remarque qu'ici, on aura moins de rendement. On aura 2,5 tonnes à la montaison en 2050 et 2 tonnes en 2080. Donc, on va devoir empiéter sur la SFP, empiéter sur le blé de 3 hectares et de 7 hectares et demi en 2080. En plus de ça, en 2050 et en 2080, je ne connais pas le contexte économique, je ne connais pas les prix des fertilisants, les prix du gasoil, etc., ce qui ne me permet pas en fait de faire d'estimation économique par la suite. Donc la deuxième simulation qui a été réalisée, c'est la simulation d'une récolte du MCPI au stade épiaison du seigle. Donc une récolte plutôt tardive cette fois-ci, c'est-à-dire que si on a une fenêtre de récolte et qu'on arrive à faucher tard, eh bien on va le faire tard et on n'a pas le choix. L'éleveur, donc avec ce même assolement, l'assolement a été un petit peu modifié puisqu'ici on a 6,5 tonnes de matière sèche hectare et une MAT de 154. Eh bien on peut modifier l'assolement et dans la ration, je peux intégrer plus de fourrage vert et donc, ce qui me permet finalement de réduire la part de maïs dans l'assolement et d'augmenter ma part de blé de 5 hectares. Donc, je réduis ma SFP de 5 hectares également. Eh bien, avec cet assolement et cette ration-là, et en récoltant le MCPI plus tard, on augmente l'autonomie de 7%, on réduit la quantité de concentré de 23%, et cette fois-ci, on a des petites variations économiques, donc de plus 1% de l'EBE et moins 1% sur le coût alimentaire. En 2050, là, on sera plus qu'à 5,7 tonnes et en 2080, 4,7 tonnes. Donc en 2050, on n'empiétera pas encore sur les 5 hectares d'SFP qu'on a sur les... En 2050, on devra reprendre de la SFP de 2,3 hectares et en 2080 de 7 hectares. Donc finalement, les 5 hectares d'SFP qu'on avait gagnés, eh bien, on va devoir les reprendre finalement pour pouvoir continuer de fonctionner avec ce système-là en 2080. Donc ici, c'est le même cas de figure que tout à l'heure. Je ne peux pas non plus prédire la situation économique de l'avenir. Enfin, mes recommandations pour le CETA, c'est de reconduire l'expérimentation participative, mais cette fois-ci en y ajoutant un volet fertilisation, avec pourquoi pas une plateforme dédiée à la fertilisation, de reconduire aussi avec des variétés différentes, voire des espèces différentes, des variétés de seigle et des espèces différentes, donc, qui permettent pourquoi pas de réduire cette pression de piétin et chaudage qu'on a remarqué. Et enfin, finalement, d'avoir des variétés, des espèces qui soient plus précoces, qui permettent de vraiment implanter un maïs ensuite. Enfin, d'autre part aussi, apporter plus de références pour améliorer les simulations, notamment plus de données d'évaluation qui peuvent provenir finalement de l'expérimentation participative. Aussi qui permettront aussi d'améliorer l'estimation du rendement en mélange, puisqu'on aura aussi plus de données de proportion des espèces. Et enfin, de reconduire la plateforme Impact Maïs pour avoir des estimations de rendement RGI et de rendement de maïs de façon plus importante également et de façon pluriannuelle surtout, parce qu'avec le réchauffement climatique, le rendement du maïs, on n'a pas encore d'idée s'il va se stabiliser ou non, et il risque d'ailleurs d'être de plus en plus instable. Et ensuite, je propose aussi de moins se focaliser sur l'autonomie protéique, puisqu'on a remarqué ici qu'avec des élevages à forte productivité, on se heurte à un mur, puisque économiquement, ils sont peu sensibles à la pratique de MCPI précoce. Donc finalement, ils ont peu d'intérêt à produire du MCPI précoce ici. Par contre, ils peuvent améliorer un petit peu leur autonomie protéique, même si ça reste pas non plus le facteur le plus important pour les éleveurs, et surtout, euh, le, mais surtout, ce qui a été remarqué notamment par rapport à la plateforme Impact Maïs, c'est l'amélioration de la structuration du sol et l'amélioration aussi des performances zootechniques aussi des fourrages.
Euh, voilà. Enfin, je propose aussi de rester lucide face au contexte de la filière parce que pouvoir produire des MCPI à l'avenir, ça risque de se compliquer puisqu'il n'y a pas toujours des disponibilités en semences pour telle ou telle variété qu'on a besoin. Et donc, forcément, ça risque aussi de compliquer la chose à l'avenir. Voilà. Merci pour votre attention. Mhm.